Allez, quelques secondes pour s'asseoir définitivement. Et c'est parti donc pour cette deuxième table ronde. Donc merci de nous rejoindre après cette petite pause où j'espère que vous avez pu continuer à échanger autour de la thématique principale aujourd'hui, à savoir gérer les vulnérabilités dans les organisations sanitaires et sociales. Et puis là, donc, deuxième table ronde, je vous le disais tout à l'heure, avec pour thématique la vulnérabilité des salariés des organisations sanitaires et sociales, avec plusieurs intervenants, 4 au total. Hein. Il y en a un qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il s'agira d'Alan Vino, qui est directeur de la Fondation Bompard et docteur en sciences de gestion, qui nous rejoindra dans quelques minutes. Il est sur la route là, entre Metz et Nancy. Et déjà, nos 3 intervenants qui sont avec nous aujourd'hui, je vais vous les présenter, à commencer par Nicolas Euria, qui est responsable de l'Observatoire de l'URTS de Lorraine, qui est délégué syndical Sud Santé Sociaux et secrétaire du CSE de l'IRTS de Lorraine. Donc plusieurs casquettes pour votre profil, Nicolas Euria. Merci d'être ici. À vos côtés, on retrouve Yves Abran, qui est professeur associé à l'ICN Business School, co-responsable de l'axe scientifique prioritaire du CEREFIGE, Health and Care, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Philippe Naud. Et puis, merci d'être ici, je vais très vite. Mais juste à vos côtés, on retrouve Maklouf Idri, qui est directeur régional autonomie de l'UTML et membre de VIF3. Merci d'être avec nous pour cette deuxième table ronde et pour nourrir les débats ensemble au cours de cette journée du MOS. Alors, je vais peut-être vous donner la parole avec une thématique et une question assez ouverte finalement pour lancer un petit peu les échanges et les débats, parce que c'est vrai qu'on évoque beaucoup plus régulièrement et même d'un point de vue médiatique la vulnérabilité des usagers. On vient d'en parler pendant 1 heure avec nos précédents intervenants. Pourtant, il ne faut pas oublier également que, Maklouf Idri, on va commencer par vous, que les salariés eux-mêmes sont vulnérables et qu'on n'en parle pas forcément parce qu'on n'est pas toujours non plus autorisé, on l'évoquait tout à l'heure. Effectivement, on sait que les salariés sont vulnérables dans nos organisations. On l'a dit pour les personnes qui bénéficient de nos services, les salariés le sont, les cadres, les dirigeants des organisations, les présidents des organisations, enfin tout le monde est en situation de vulnérabilité, on le sait bien. Et si vous le voulez bien, moi je voudrais commencer par une petite réflexion. Dans nos organisations, on sait, les organisations médico-sociales, qu'il y a plusieurs types d'organisations. On a des organisations publiques, on a des organisations privées comme les nôtres, la mutualité, donc privées sans but lucratif, et puis d'autres qui sont des organisations privées lucratives. On en a parlé il y a quelques jours dans l'actualité, et c'est encore d'actualité pour certaines organisations privées lucratives. Et c'est vrai qu'il faut quand même faire un petit peu la différence entre toutes ces organisations-là, parce que certaines travaillent vers leurs salariés parce que l'objectif n'est pas de rémunérer des actionnaires, et d'autres travaillent vers leurs salariés bien évidemment, mais aussi vers les actionnaires. Donc ça donne quand même des postures qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On peut avoir des organisations qui sont imparfaites, des organisations qui ne prennent pas peut-être suffisamment soin de leurs salariés, ça peut arriver, de leurs résidents, mais en tout cas ils sont quand même orientés vers ces bénéficiaires et leurs salariés, alors que d'autres sont quand même orientés vers la rémunération des actionnaires. Donc il faut quand même avoir ce paradigme-là en tête. Parce que, quoi qu'il en soit, l'orientation et le but, l'utilité sociale de l'organisation a son importance. Voilà, pour juste reposer un petit peu les choses et remettre ça dans la dimension de ce qu'on a pu entendre autour de Corian, d'Orpea, etc. Je ne suis pas en train de stigmatiser ou de montrer du doigt, mais quand même, c'est important de se dire qu'on a des organisations qui travaillent soit vers leurs salariés, soit vers leurs bénéficiaires, même si tout n'est pas toujours parfait, et d'autres qui travaillent aussi vers ces parties prenantes-là, mais également vers les actionnaires, parce qu'il est important pour eux de tirer des bénéfices pour leurs actionnaires. Un petit mot, Yves Abran, sur cette vulnérabilité des salariés. Alors je sais que vous avez travaillé, vous nous le direz peut-être plus précisément tout à l'heure, sur l'ambivalence que peut avoir le terme de vulnérabilité. On y reviendra dans un instant. Un petit mot sur ce constat aujourd'hui. Alors, je vais peut-être déjà rappeler pourquoi je suis ici. En fait, je suis ici parce qu'avec Jean-Philippe Naud, on a fait une discussion il y a 10 jours, donc je ne suis même pas sur le programme. Mais il y a 10 jours, on a parlé de ça parce qu'en fait, avec 2 collègues, on fait un article sur la vulnérabilité des soignants. Et on le fait notamment avec un des 2 qui est chef de service aux hôpitaux universitaires de Strasbourg en médecine générale. Et en réalité, nous, on le regarde plutôt dans l'aspect sanitaire, la vulnérabilité. Et on voit que la crise Covid, très clairement, a illustré la vulnérabilité des soignants.
Et alors, en fait, elle l'a illustré au niveau physique, c'est-à-dire parce que le colloque, il y a un S au bout, donc au niveau physique, parce que bien évidemment, tout le monde peut être affecté du Covid, mais au niveau aussi émotionnel, parce que quand il faut, par exemple, prendre une décision de triage de patients, émotionnellement, c'est fort, chargé, mais aussi même au niveau épistémique, donc il y a aussi une vulnérabilité épistémique, c'est-à-dire comment on fait face à un variant ou des variants ou une évolution de la maladie qu'on ne maîtrise pas. Donc en réalité, ça a mis très fort en lumière cette vulnérabilité des soignants sur différentes dimensions qui sont souvent même interreliées, ces dimensions-là. Alors même que, effectivement, moi je suis enseignant-chercheur, donc quand on regarde la littérature elle est très fort centrée sur la question de la vulnérabilité des usagers, enfin peu importe comment vous les appelez, des patients, etc., mais assez peu sur la vulnérabilité des soignants, et c'est ce que la crise Covid a mis en lumière. Alors je rajouterais juste une chose, c'est que si elle a mis cette visibilité sur la vulnérabilité des soignants, elle a aussi très fort insisté sur le côté négatif de la force, on va dire, c'est-à-dire sur la vulnérabilité comme uniquement négative. Et en fait, pourquoi je viens avec ça, c'est pour un peu, quand on voit les débats qu'on a eus depuis le début de la matinée, la vulnérabilité, elle est toujours pensée comme négative. Et c'est normal, parce que l'étymologie du mot, c'est vulnerare, et vulnerare, ça veut dire être susceptible de souffrir. Or, en réalité, je pense que pour gérer, puisque c'est la question, gérer la vulnérabilité des soignants, il faut pour partie sortir de la négativité du concept et dire que la vulnérabilité, c'est ambivalent et ce n'est pas que négatif. Pourquoi ? Parce que dans la relation de soins, on a besoin d'être affecté par l'autre pour pouvoir amener une réponse qui soit adaptée. Donc en fait, je voudrais aussi casser cette histoire-là, mais qui vient de très loin. Et c'est pour ça qu'on parle tous de la vulnérabilité uniquement d'un côté négatif. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut être affecté négativement, puisque j'en ai parlé avec le Covid, mais c'est qu'il y a autre chose dans la vulnérabilité et qui peut être utile aussi de prendre en compte pour gérer aussi la vulnérabilité des soignants ou des personnels, des salariés. Alors, on y reviendra en détail tout à l'heure, effectivement, on parlera également de la communication, des salariés. C'est peut-être quelque chose qui est en train de s'ouvrir, en tout cas de plus en plus, et que la pandémie a mis en lumière toutes ces souffrances, en tout cas peut-être une capacité à mieux s'exprimer. Nicolas Euria, vous, par rapport à votre rôle en tant que responsable de l'Observatoire de l'IRTS Lorraine, votre rapport par rapport à cette thématique-là qu'on traverse aujourd'hui ensemble ? Alors, c'est vrai que je suis là avec différentes casquettes. Ça va être, faut que je rassemble un peu mes idées, parce que ça peut être un peu compliqué de parler en tant que responsable de l'Observatoire. Alors, moi, je suis sociologue de formation. En même temps, je suis formateur à l'IRTS de Lorraine. Donc, on forme quand même à peu près tout type de travailleur social. Tous les diplômes du travail social passent par chez nous. Moi, j'aimerais revenir sur, on utilise beaucoup le pluriel depuis ce matin, et c'est vrai, la difficulté d'appréhender ce type de questions face à un secteur, alors plutôt le secteur de l'action sociale, en ce qui me concerne, excusez-moi, qui est extrêmement hétérogène, au sein entre les institutions, les établissements, les professionnels. On l'a vu dans les échanges ce matin, il y a eu une intervention pour dire « je ne me reconnais pas dans le discours qui est tenu là ». Et effectivement, ça peut tout à fait s'entendre parce que c'est un secteur qui montre un jargon commun, un jargon professionnel commun, ce qui n'est pas surprenant. Mais derrière ce même jargon, derrière un vocabulaire qui est usité de manière, là pour le coup, assez homogène, on a en réalité une pluralité des pratiques. Et donc ça amène une difficulté vraiment à appréhender cette question-là de manière synthétique, à pouvoir avancer une idée sans que l'un ou l'autre forcément ne se reconnaisse pas dedans. Mais du coup, juste pour introduire, je me contenterai de ça. On va rester un peu sur l'actualité parce qu'on traverse toujours cette pandémie liée au coronavirus depuis plusieurs années maintenant. On l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Yves Abran et Maclou Fidri. De quelle manière, finalement, comment cette pandémie a-t-elle impacté le milieu médico-social et notamment les salariés? Est-ce qu'elle a mis en lumière, on en parlait avec les usagers tout à l'heure, des véritables failles? Alors sur nos métiers de la mutualité française, on a des services de soins en Lorraine, des services de soins infirmiers. On a également des services de mandataires judiciaires à la protection des majeurs, donc les services qui mettent en place les tutelles et les curatelles. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé cette crise sanitaire de manière aussi dichotomique que on le fait aujourd'hui, avec d'un côté les patients, les majeurs protégés, et puis de l'autre côté les salariés, voire
voir les organisations. Tout ça s'entremêle, bien évidemment, et tout ça fait partie de la complexité, de la complexité des choses. On peut être soignant et avoir dans son entourage une personne fragile qui peut avoir peur de contracter le Covid, et pour autant, il faut être soignant et aller quand même sur le terrain tous les jours, quitte à ce que contaminer son mari, sa femme ou ses enfants. Donc cette complexité, on la voyait tous les jours, et comme là, on parle devant des étudiants. Moi, je dirais qu'il n'y a surtout pas de réponse toute faite, et la complexité, elle s'aborde tous les jours dans l'expérience qu'on peut avoir, et de la question qu'on n'aurait même pas pu imaginer avoir, qui revient du terrain et qui nous dit oui, moi, je veux bien aller chez monsieur Untel, mais je ne peux pas, j'y arrive pas, il est contaminé, et comment je fais moi si je rentre avec et que je suis moi-même contaminé et que je contamine mon mari et qui risque lui d'en mourir. Et pourtant, le patient a besoin du professionnel. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça serait un peu facile de dire il n'y a qu'à Faucon, c'est votre métier, c'est votre job, et vous devez y aller. On rentre dans la complexité, on peut pas tout aborder, mais il faut l'entendre, il faut en discuter. On finit toujours de toute manière par trouver des solutions, et elles ne viennent pas du haut parce qu'on est en poste de direction et qu'on dit c'est comme ça et puis c'est tout. Souvent c'est par l'échange, c'est par la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes. Peut-être que le patient accepterait qu'on décale un petit peu l'intervention. C'est ce qu'on a fait nous sur des SIAD où les patients Covid au tout début de la crise étaient plutôt pris en charge en fin de tournée, pour qu'on les rassemble dans notre organisation en fin de tournée, histoire de ne pas contaminer également les premières personnes. On réfléchissait également à avoir des tournées spécifiques. On trouve des solutions, et ça impacte nos organisations, mais en même temps, c'est pas grave. Il faut pouvoir les prendre en compte, et puis regarder les choses comme un tout, de manière très globale, dans leur complexité, et y trouver à chaque fois des solutions plus humaines. Alors les solutions plus humaines, on en parlait, c'est vrai qu'on en a déjà parlé sur la première table ronde. Ce qui revient très souvent, c'est un peu le principe de communication. Améliorer la communication, et notamment, Yves Abran, c'est ce que la pandémie un peu a mis en lumière, c'est-à-dire qu'il y avait certains problèmes, certaines souffrances de la part des salariés ou des soignants qui étaient mises un peu sous le tapis. Et pendant cette pandémie, on a mis en place aussi parfois des cellules psychologiques qui ont permis aux soignants de s'exprimer. On a donné plus de parole, libéré la parole chez les soignants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait se développer, rester dans le temps? Je voudrais repartir en amont de cette question-là et revenir sur la question de la négativité du concept. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que la vulnérabilité c'est une faiblesse, on va avoir beaucoup plus de mal à en parler. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aller vers l'ambivalence du concept et dire que par exemple la vulnérabilité, c'est ce qu'on essaye de définir, c'est le fait d'être affecté, enfin la susceptibilité d'être affecté positivement ou négativement. Et donc à partir du moment où on le rend ambivalent, on peut être touché par l'autre. De toute façon, quand on rentre dans une relation, on est forcément touché. On peut être touché positivement ou négativement, mais on rentre dans la relation. Et donc pourquoi je dis il faut aller contre la négativité du concept? Parce que par exemple, on voit dans la crise Covid, c'est qu'il y a un certain nombre de médecins qui étaient affectés émotionnellement par les situations qu'ils rencontraient, par exemple beaucoup de morts. Faire face à plein de fins de vie, etc., mais qui n'osaient pas en parler. Pourquoi? Parce que c'était un aveu de faiblesse, le fait d'en parler. Donc avant même de créer des espaces de parole, il faut s'autoriser en tant que professionnel de parler de ça. Mais si tout systématiquement la vulnérabilité, on remet la question de la fragilité, de la faiblesse, etc., on va plutôt avoir tendance à s'identifier à un héros, donc quelqu'un qui ne va pas faire part de ses failles, et donc les lieux de parole eux-mêmes, parce que dans les cellules psychologiques, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'il y a beaucoup de médecins qui n'allaient pas dans ces cellules psychologiques, donc elles étaient ouvertes,
Mais il y avait peut-être éventuellement certaines infirmières qui étaient peut-être moins prisonnières de la catégorie ou de la conception négative de la catégorie, et puis qui osaient parler. Mais il y avait beaucoup de médecins qui n'osaient pas parler parce que c'est un aveu de faiblesse. Donc il faut déjà en revenir là, et effectivement après développer des espaces de parole collectifs. Et donc ça c'est l'autre enseignement de la crise Covid par rapport à la vulnérabilité. C'est qu'en amont et en aval de cette vulnérabilité-là, il y a le collectif qui impacte cette vulnérabilité. C'est-à-dire que la manière dont on est configuré organisationnellement va faire qu'on va être plus ou moins affecté négativement. Par exemple, si on n'a pas de masque, on a plus de chances de choper le Covid, donc ça c'était en amont. Et puis après en aval, si on a effectivement des cellules et qu'on s'autorise là la possibilité là ça va être peut-être plus facile d'en parler et donc de gérer les conséquences négatives de cette affectation quand elle est négative. Vous voyez ? Donc en fait on a bien vu que le collectif, c'est pas juste une problématique de personnes. On est dans des situations où on est vulnérable dans cette situation-là. Mais le collectif impacte beaucoup sur la gestion de ces situations. Donc ce n'est pas juste, par exemple, la personne d'Inextenso, je suis désolé, j'ai une mémoire… C'est l'Inextenso. Je croyais que c'était l'association qui s'appelait Extenso. Alors, c'est Extenso. Donc vous voyez, ma mémoire est quand même… c'est terrible. Et donc en fait, qu'est-ce qu'elle disait tout à l'heure ? Elle disait qu'un des problèmes avec les personnes dites vulnérables, c'est précisément le fait qu'on adjective ça. On dit que c'est une personne vulnérable. On colle une étiquette. Quoi. On vient essentialiser. D'accord ? Mais quand on dit qu'on est en situation de vulnérabilité, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si cette dame veut monter au 3e étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur, ben oui, dans cette situation, elle est vulnérable. S'il y a un ascenseur, elle est plus vulnérable. Donc vous voyez, ça va varier d'une situation à l'autre. Et donc il faut travailler sur les situations pour éviter, quand il y a des affectations négatives, qu'elles se déploient en réalité. Mais comment on fait pour en prendre conscience quelque part et le mettre en application ? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on déclenche du jour au lendemain, j'imagine. Pour en prendre conscience de quoi ? C'est-à-dire qu'on est prisonnier de nous-mêmes, la négativité du système. concept. Pour en prendre conscience, c'est qu'il faut déjà peut-être… Bon, je vais prendre un exemple. Justement, une discussion avec Jean-Christophe Weber, pour ne pas le citer, qui est la personne avec qui on coécrit, et donc qui est au HUS, au hôpital universitaire de Strasbourg. Il dit en fait, moi en tant que chef de service, quand j'avoue que de temps en temps je suis affecté, que je ne sais pas, par exemple vulnérabilité épistémique, je ne sais pas, eh bien c'est très utile pour mes jeunes collègues parce qu'ils s'autorisent aussi de ne pas savoir. Mais si le chef montre que je sais dans toutes les situations, ça va être très difficile pour ces jeunes collègues à un moment donné de dire moi je ne sais pas, etc. Et j'avais par exemple lu un certain nombre d'articles avec des Norvégiens qui disaient il m'a fallu 20 ans pour dire que je ne savais pas dans certaines situations. Oui, mais s'il vous faut 20 ans, ça veut dire que ça va bloquer le processus pendant un bon bout de temps. Vous voyez ? Donc là, alors qu'en fait, d'une certaine manière, les gens sont même prisonniers dans cette image de l'héroïsme. Vous voyez, ils sont des héros, mais ils vont garder avec eux leurs propres doutes et ils ne vont pas pouvoir en faire un élément de discussion collective pour essayer de s'améliorer et pour essayer de gérer aussi ces affections négatives qu'ils vont pouvoir avoir quand ils sont dans une relation de soins et dans une relation à l'autre. On l'a vu d'ailleurs sur pas mal de plateaux de télévision aussi pendant la pandémie, ce côté je suis un héros, je parle et parfois je n'avoue pas que je ne sais pas. C'est quelque chose… oui, qu'on a pu voir et qui a pu être prouvé. Et Céline Extenso le disait elle-même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on doit être à partir du moment où on essentialise la vulnérabilité et de manière négative, en fait, elle dit la réaction à ça, la forme de gestion, c'est soit l'infantilisation, d'accord ? En fait, je suis une dame patronesse et je vais vous aider, mais j'ai une bonne intention. Mais je vais vous aider et je vais pas vous autonomiser, je ne vais pas être dans l'autodétermination. Donc ça, c'est une manière de gérer. Et l'autre, c'est l'héroïsme. Mais l'héroïsme, c'est le contre-coup du misérabilisme. Donc on est bloqué dans cette catégorie-là, alors que c'est sur les situations qu'on doit travailler. Vous voyez ? Et donc en fait, il ne faut pas essentialiser, il faut travailler sur les situations, mais aussi sur le côté positif de cette vulnérabilité, parce qu'une relation de soins, c'est aussi recevoir l'autre pour pouvoir adapter la réponse. Donc il faut travailler sur les situations et quand elles nous affectent négativement, aussi travailler collectivement en amont et en aval de ces situations. Claude Fédier, je vous donne la parole dans un instant. Juste Nicolas Euria, une petite réaction sur le travail des situations, justement, sur ce que vient de dire Yves Abran. Moi ça m'amène, je reviens sur cette question d'hétérogénéité parce qu'en fait, on est beaucoup ce matin sur la question du handicap ou la question du soin sur le sanitaire. Et c'est vrai que les vulnérabilités dans le secteur social, elles peuvent être sociales, économiques, et on peut rencontrer, les professionnels peuvent rencontrer d'autres publics et on n'est pas forcément dans cette situation-là. Et c'est pareil, on parle beaucoup de la crise sanitaire et du Covid.
ou de la Covid, mais la question de la vulnérabilité des professionnels du secteur social et sanitaire social, elle ne date pas de cette crise sanitaire-là. À la limite, ça a été révélateur. Exacerbé pendant voilà, la pandémie. exacerbé. Mais on a des alors, puisque c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, des vulnérabilités voilà, des professionnels ou des difficultés des professionnels qui sont bien plus anciennes que ce qu'a révélé la crise sanitaire et qui sont liées, à mon sens, à l'organisation même du secteur, à l'organisation même des institutions et des établissements. Et là, j'entends parler de collectifs, de difficultés à s'exprimer voilà, entre professionnels. Il faut voir que quand même bien souvent, les professionnels, ils sont sur le terrain, comme on dit, face ou avec le public, et que dans ces cas-là, ils sont souvent relativement seuls. Voilà, et qu'ils sont issus d'organisations où on a un mode de fonctionnement qui est encore très descendant, avec une prise de décision qui va être politique, au sens noble du terme, mais qui après va descendre dans les institutions de manière très schématique. Et on a au final un travailleur social qui est, qui est seul face aux situations qu'il a à gérer. Et cette difficulté-là, je pense qu'il est important qu'on l'aborde aussi. Et on voit d'ailleurs la difficulté qu'on a là, à cette table ronde, dès le départ. On était censé parler des difficultés des travailleurs sociaux et on revient, et c'est tout à fait louable et ça ne me pose pas de problème moralement, humainement, mais on revient tout de suite sur la situation des personnes accompagnées. Voilà. Donc on voit la difficulté de... en même temps, la dichotomie, et d'ailleurs c'est un des enjeux de la vulnérabilité dans le secteur, Bien sûr, oui. La dichotomie entre d'un côté le public concerné et d'un côté les travailleurs sociaux, elle est artificielle et pour le coup, du point de vue de l'organisme de formation duquel je parle, pour lequel je parle aujourd'hui à l'IRTS, on voit effectivement une précarisation, pareil, qui a l'œuvre depuis de nombreuses années, mais qui s'accélère, des étudiants, des travailleurs sociaux, et avec une frontière qui est de plus en plus mince entre la personne accompagnée et la personne qui l'accompagne. Quand vous parlez de précarisation, c'est pour notamment, on peut parler des jeunes diplômés qui ont une difficulté peut-être plus prononcée aujourd'hui à accéder à l'emploi tout simplement. Alors, déjà à ce niveau-là, je parle, après on verra la suite. Alors à ce niveau-là, donc, moi je suis en charge de l'Observatoire à l'IRTS de Lorraine, donc depuis une dizaine d'années, c'est moi qui conduis effectivement les enquêtes d'accès à l'emploi du coup, pour nos diplômés. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, sur les 10 dernières années, les gens qui viennent se former pour trouver du boulot dans le secteur social, ils continuent de trouver du boulot dans le secteur social. Voilà, si je veux faire un petit peu de pub, pour les gens qui veulent venir se former à l'IRTS, si vous prenez les éducs spécialisés ou les assistantes sociales, dans 8 sur 10 diplômés vont trouver du travail dans les 6 mois ou dans l'année qui suit le diplôme. Et ils vont trouver du travail. Donc c'est pas l'accès qui pose problème. Ils trouvent du travail, le travail pour lequel ils ont été formés. Voilà. En revanche, la précarisation, elle s'observe parce qu'on a une part grandissante du CDD aux dépens du CDI, même si pour le coup le secteur social assez étrangement résiste à ça, puisque alors il y a longtemps que je n'ai pas révisé ces trucs-là, mais les premières embauches en CDI, tout secteur confondu, c'est peanuts, c'est 10-15%. Dans le secteur social, en tout cas pour les sortants de l'IRTS, on reste à peu près à moitié-moitié. Mais 10 ans en arrière, on était à 80-20. Voilà. Et là, c'est pareil, je parlais d'hétérogénéité. En fonction de l'employeur futur, on observe des différences. Les 2 tiers des gens, ils sont employés par le secteur associatif. Et puis vient ensuite la fonction publique territoriale. Et là, pour le coup, c'est plutôt le secteur public qui procède de cette précarisation en ayant un recours accru au CDD. Voilà. J'ai tendance à toujours faire trop long. Non, mais il y a pas, justement, c'est intéressant. Et on peut évoquer effectivement cette dimension sociale. Claude Furieux, une petite réaction. Je vous vois trépigner depuis tout à l'heure pour réagir. Non, j'allais dire, si vous ne savez pas quoi faire en septembre prochain, je crois qu'on a un appel à l'inscription à l'IRTS. Peut-être avant d'intervenir, je vois une question. Oui, il y a une question. Alors on va peut-être donner le micro, ça sera plus simple. Il arrive tout de suite. Ok, ça marche. Prenez le micro quand même, il est juste à côté. Oui, il y a une vraie problématique en ce moment concernant les métiers qui sont issus de l'IRTS, où on a de plus en plus de mal pour recruter des personnes pour venir travailler dans les établissements. L'attractivité alors l'attractivité des métiers. Elle est en lien avec plein de choses. Mais par contre, pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel,
c'est que si on ne prend pas en compte cette difficulté et cette vulnérabilité dont on parle aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est vraiment le terme approprié pour les professionnels du secteur, si on ne la prend pas en compte, ça va avoir un impact indéniable sur la qualité de l'accompagnement qu'on va proposer aux personnes qui nous sont confiées. Aujourd'hui, il y a un vrai, il va falloir qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse sur ces métiers du social qui interviennent dans les politiques sociales, parce qu'on va mettre en péril tout notre système. Si on ne fait pas évoluer ces professions, si on ne les revalorise pas au niveau salarial, ils n'ont pas été reconnus. Ça a été les oubliés de la République aussi pendant cette crise Covid. Les éducateurs qui travaillent en protection d'enfance, qui ont vécu en institution et qui étaient à l'opposé du monde entier et qui faisaient vivre 80 gamins dans une même maison ou 50 gamins dans une même maison, voilà. On n'en a pas parlé. Donc il y a un vrai problème dans ce domaine-là, et on pourra être meilleur dans l'accompagnement des personnes qui nous sont confiées si aujourd'hui on s'arrête sur les personnes qui les accompagnent. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, comment on peut prendre soin des autres si on ne prend pas déjà soin de soi-même et des professionnels. Je pense qu'il faut qu'on soit tous bien conscients qu'il n'y a pas d'un côté les personnes vulnérables et de l'autre côté les non vulnérables, d'un côté les salariés, de l'autre côté les personnes qui sont vulnérables. On est tous atteints de vulnérabilité plus ou moins forte selon le degré. Parfois c'est des problèmes de mémoire. D'autres, ça va être des problèmes de vue, de lunettes, d'accessibilité, de l'ascenseur. Bref, la vulnérabilité est plus ou moins grande, elle est collective, elle est individuelle, elle est toujours plurielle, et c'est bien de ça dont il faut avoir conscience. Et je pense que c'est même consubstantiel à l'humain, au mammifère. On est vulnérable, on meurt vulnérable. Toute notre vie est jalonnée de cette vulnérabilité. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de bien avoir en tête l'éthique du care. Moi, je n'ai pas d'autre mot que ce mot anglais du prendre soin, du soin des autres. Et c'est cette éthique du care qui peut bien nous mettre en tête, en orientation dans cet accompagnement le plus qualitatif qui soit. Et c'est cette réflexion commune, pas obligatoirement descendante, pyramidale, c'est ce travail ensemble. Nous, on a mis en place un comité éthique, un comité de réflexion éthique pour les professionnels avec un intervenant extérieur. Alors, c'est pas une solution, il n'y a pas de solution idéale, mais c'en est une qui permet justement de réfléchir ensemble sur des situations complexes qui peuvent faire entrer l'empathie. On le disait, il faut aussi pouvoir entendre les difficultés que peuvent avoir les personnes qu'on accompagne, mais aussi les difficultés des salariés, mais aussi les difficultés de ceux qui doivent prendre des décisions de gestion et d'organisation. Et parfois, c'est des accompagnements communs comme ça qui peuvent nous permettre de trouver des solutions sur des fins de vie, sur des décès, sur des situations très, très, très complexes à appréhender. Arrivée de dernière minute, Alan Vino vient de nous rejoindre. Donc, bonjour tout d'abord. Merci de nous rejoindre au cours de cette discussion. Donc, je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation Bompard et docteur en sciences de gestion. Alors, rapidement, je vais vous donner la parole. Vous n'avez pas le temps de vous acclimater. D'ailleurs, si vous préférez peut-être garder ou enlever le masque, c'est vous qui choisissez. On est retransmis, je le rappelle, sur la chaîne YouTube de la chaire santé, et ce sera disponible très prochainement en replay. Alan Vino, alors rappelez-nous un petit peu de quelle manière vous êtes confronté, j'ai fait un petit tour de table tout à l'heure, à la thématique du jour, à savoir la vulnérabilité des salariés dans les organisations sanitaires et sociales. Alors, à différents titres, donc tout d'abord, bonjour. Donc, merci à Jean-Philippe No pour l'invitation, toutes mes excuses pour ce retard. Donc oui, je suis directeur général de la Fondation Bompard. Je suis aussi le délégué pour la Moselle de la FEAP, la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'aide à la personne. Donc ça balaye tous les champs sociaux, médico-sociaux, sanitaires. Donc c'est assez large. Donc effectivement, sur cette période passée, mais pas que la période de Covid, on a été confronté à cette vulnérabilité. Elle a toujours existé, elle a été mise en exergue avec cette crise. Mais alors, je peux répondre de manière générale complètement. Alors, je vais essayer d'être plutôt concis parce que c'est une table ronde. Il y a quelques points
à retenir, à mettre en avant. Alors la question, si elle m'est posée de manière directe, je dirais qu'il y a 4 champs. Les 4 champs ne vont pas vous surprendre. Le premier champ, il est physique, cette vulnérabilité, que ce soit sur les champs sociaux, médico-sociaux, tous les rapports le montrent, et même avant cette crise, elle est physique. On a des salariés qui sont énormément fatigués, physique, psychique, social et économique. Physique, toutes les études, tous les rapports, tous les financements, il y a eu des financements qui ont été très conséquents sur la qualité de vie au travail, sur les RTPS, mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça ? Comment ? Quand je dis qu'est-ce que l'on a fait de tout ça, c'est concrètement nos organisations, au-delà de ces grands plans, ce n'est pas une notion nouvelle. Quand j'ai été étudiant en 2004-2005, on travaillait déjà sur cette question de qualité de vie au travail. Mais concrètement, qu'en faisons-nous au-delà de la recherche, au-delà de ces réflexions-là, de manière pratique, et vous, en tant que manager, futur manager, comment exploitez-vous ces questions-là physiques ? Parce qu'on a des salariés qui sont excessivement fatigués sur des TMS lourds, des métiers d'aide-soignant, que ce soit en EHPAD ou à l'hôpital, c'est éreintant. Voilà, physique. Psychique, alors psychique, cette dimension-là, elle a été remise en exergue, encore une fois, avec cette difficile épreuve du confinement, d'un travail sur des organisations qui étaient déjà complexes avant, mais qui le sont encore plus aujourd'hui. Je vais prendre quelques exemples. Il y a beaucoup d'articles qui sont écrits notamment sur la question du conflit de rôle ou de l'ambiguïté de rôle. Cette ambiguïté de rôle, elle est démesurément paradoxale dans nos organisations. Mais ça, au-delà des articles et des publications, qu'en faisons-nous, une fois qu'on en a pris conscience, nous en tant que manager, entre l'ambiguïté de rôle du soignant dans son équipe, comment lui se représente son métier, cette ambiguïté de rôle dans l'équipe, avec un ensemble de soignants qui voient peut-être ce rôle différent, et après la question de la gouvernance. Donc, et cette gouvernance-là, on regarde, et on l'a vu, d'ailleurs nos protocoles ont été mis à rude épreuve, et heureusement qu'on a su parfois en sortir avec certaines mesures. Donc elle est psychique, elle est sociale, parce que l'évolution de nos sociétés, on a certainement parlé d'attractivité d'ailleurs des métiers, je pense ce matin, c'est aussi un des sujets, métiers concomitants aux autres. Bon, c'est parfait. Mais cette attractivité, elle est aussi sociale. Et on voit que l'évolution de la population à recruter aujourd'hui un professionnel quel qu'il soit, c'est pas du tout pareil qu'il y a même 5 ans. Donc l'évolution, elle est là. Et puis, c'est-à-dire, on en est un peu plus loin. Sur l'évolution tout simplement du rapport au travail, sur le turnover, sur la question de repenser ses missions, simplement signer un CDI. Aujourd'hui, il y a peut-être ça à repenser, même sur la question de la communication de nos offres d'emploi. Quels sont les bons médias ? Les médias, je pense que ce sont aussi et surtout les écoles, les groupes d'étudiants, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien aujourd'hui. Social, je prends des choses simples, sur l'évolution même des familles monoparentales. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, parce qu'on l'a vu pendant le confinement, les gardes d'enfants étaient complexes, y compris pour des soignants, parce qu'on est de plus en plus confrontés à de jeunes mamans ou papas qui élèvent seuls leurs enfants. Donc, qu'en faisons-nous, nous aussi, en tant qu'employeurs et managers ? Et puis économique. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui étaient nécessaires, notamment sur le Ségur, sur la Forcade. Ces évolutions-là, elles étaient nécessaires, elles constituent des évolutions significatives en termes de rémunération. Mais au-delà de ça, quel est l'impact sur l'attractivité ? Ce n'est pas encore mesuré, il va falloir le mesurer maintenant. Moi, j'ai tendance à penser que c'est uniquement un rattrapage qui devait y avoir. Quand on aborde cette question-là et quand on fait le lien avec la question de la vulnérabilité, c'est aussi la charge de travail. C'est ce qui revient à chaque fois. La charge de travail, alors on revalorise certes, mais on n'augmente pas les effectifs de l'autre côté. Et je pense que ces deux questions, sur la question de la vulnérabilité, puisque ce sont la vulnérabilité des professionnels, ces 4 champs sont concomitants, mais ces 2 champs-là sont aussi et surtout concomitants sur la question donc, de l'évolution des salaires, mais surtout l'évolution des moyens qui nous permettent de faire évoluer nos organisations. Parce qu'on peut réfléchir, mais il y a un moment, c'est aussi et surtout une question économique.
quel modèle de santé voulons-nous pour demain et surtout quels moyens y mettons-nous derrière. Bon, après, ça passe certainement par la 5e branche. Donc ce dernier sujet, il est économique. Il y a des efforts qui sont faits, voilà, Ségur, c'est très bien, les investissements qui sont réalisés, les évolutions sur les Laforcade, la reconnaissance du champ social, c'est très bien, même si sur certains autres secteurs, ça pose quand même la question managériale de ceux qui ne sont pas reconnus, notamment dans le Laforcade, je vais peut-être un peu loin, mais c'est aussi un sujet managérial et qui va renforcer la vulnérabilité économique de certains salariés. Je rappelle qu'un grand nombre de salariés de chez nous ont eu une augmentation, mais qui était simplement le rattrapage du SMIC. C'était ni plus ni moins. Elle est aussi là, la difficulté de l'attractivité et la vulnérabilité dans le contexte que tout le monde connaît. Donc pour répondre de manière assez succincte, Donc 4 axes économique, physique, mais là je ne surprends personne, psychique, et ça se met de plus en plus en exergue. Social, parce que la société évolue, et puis économique. Ce sont des paramètres concomitants, mais comment nous, finalement, managers, prenons-nous en compte ces paramètres pour en faire des leviers de gestion et surtout de management dans un contexte qui n'est pas évident. On va parler des pistes et des solutions dans quelques instants. Je vous ai vu froncer un peu les sourcils là, pendant l'intervention. C'est parce que j'en ai qu'un en fait. J'avais dealé, mais bon. Ouais, alors, voilà, désolé. C'est facile de reprendre derrière. Non, je pensais, je sais pas, non, j'étais attentif. Seulement, non, mais c'est voilà, sur la question de l'attractivité des métiers. Évidemment, la question salariale, elle se pose. Peut-être en premier lieu, voilà, ça paraît à peu près évident. Il y a quelque chose d'autre qui est à prendre en ligne de compte, c'est ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, c'est sur pour le coup, la place du travailleur social de terrain dans l'institution, dans l'équipe et dans l'organisation. Et sur, pour le coup, de la même manière que le public accompagné, quelle légitimité on accorde à sa parole dans la prise de décision, dans la manière de construire l'accompagnement, dans la manière de construire sa mission. Et voilà, et ce qu'on observe depuis au moins 10-15 ans dans le secteur, c'est le fait que le travailleur social de terrain, il est petit à petit dépossédé de sa capacité de réflexion, d'analyse et de prise de décision sur la manière d'agir. Voilà. Au profit alors du coup, je dis ça dans cet amphi, je vais être mal vu, mais au profit peut-être d'experts en politique sociale, d'experts en organisation sociale, d'experts en management. Je le dis d'autant plus facilement que je suis aussi responsable du diplôme d'ingénierie sociale à l'IRTS, donc je forme aussi des ingénieurs sociaux donc qui vont venir faire des diagnostics et puis expliquer aux gens comment ils doivent travailler. Donc voilà, mais il y a cette difficulté-là voilà, de déplacement de l'expertise de terrain en fait. Et donc ça, enfin, voilà, si on veut aborder la question des solutions, des pistes de réflexion, voilà, moi je proposerais bien ça, c'est quelle place on accorde aux gens qui font le boulot sur le terrain dans leur capacité à analyser, à expertiser des situations, et pas seulement des situations individuelles, mais des situations collectives, voire un peu macro, sociologiques. Voilà, comment on revient pour redonner cette parole-là, parce que pour le coup, dans l'attractivité des métiers, nous on le voit avec les étudiants qui viennent se former à ces métiers-là, cette question-là, elle revient. Évidemment qu'il y a la question des conditions de travail, ça c'est évident, la question salariale, la question de la stabilité dans l'emploi, voilà, des questions voilà, qui touchent le secteur social comme d'autres, mais il y a cette question-là vraiment de la place et de la légitimité du travailleur social dans les actions et le travail qu'il mène au quotidien. Justement, Yves Abron, est-ce qu'on peut, quand on parle un peu des solutions, qu'on essaie de trouver un peu des pistes pour améliorer tout cela, est-ce que justement c'est dans la prise en considération de la parole, on en a un peu parlé tout à l'heure, de la prise en considération de la parole du salarié, est-ce que c'est déjà ça la base en fait de toutes les réflexions qu'il pourrait y avoir derrière, en tout cas d'amélioration et développer certaines pistes? Ça fait beaucoup là, hein? C'est surtout que je ne sais pas si j'étais très clair. Vous me mettez face à ma propre vulnérabilité épistémique. Hein, c'est un peu le but. Donc, non, en fait, ce que je veux dire, c'est que si on pense que la vulnérabilité dans la situation, c'est que les hommes de la situation ou les femmes de la situation sont importantes pour gérer ces situations-là. Enfin, ça, c'est clair. Et donc, ça veut dire que, par exemple, si vous êtes dans une organisation et que vous avez des injonctions, des règles qui s'imposent à vous et qui,
en s'imposant à vous, font que vous avez l'impression que vous faites de la maltraitance par rapport au public accueilli, c'est sûr que ça vous vulnérabilise aussi. Donc en réalité, c'est forcément que ça pose la question de l'autodétermination des deux qui sont dans la relation et de la prise en compte de leurs paroles pour l'organisation des situations, ça forcément. Les solutions, on peut en parler, vous en mettez en place régulièrement au McLaughlin, on peut en parler notamment, on peut parler aussi pour améliorer le quotidien des salariés de télésoins que vous avez mis en place, que vous avez testé récemment, on peut parler déjà de cette notion-là. Effectivement, la difficulté, on l'a dit tout à l'heure, de nos métiers, quand on l'aborde du point de vue de l'économie très macro, on est tous d'accord sur ce constat que les moyens manquent, que les revalorisations, Laforcade, Ségur en ont oublié encore et qu'il faudrait davantage de moyens. Mais dans le quotidien de nos organisations, c'est des questions qui, malheureusement, sur lesquelles on n'a pas prise. Fait remonter au ministère, dans nos fédérations respectives pour essayer d'influencer et d'avoir des moyens supplémentaires. Mais au quotidien, ce n'est pas des éléments sur lesquels on peut jouer. Dans le concret, on peut parler de ces nouvelles pratiques. Voilà, et donc on arrive dans l'organisation, et c'est dans nos organisations de tous les jours qu'on essaye de pallier à ces difficultés. Et souvent, c'est des réponses très pragmatiques qui remontent du terrain, des observations, des retours d'expérience qu'on peut avoir ou des expérimentations, des innovations qu'on peut mettre en place. Et l'une d'entre elles, effectivement, c'est la télémédecine. Donc, sur nos activités orientées domicile, c'est des choses qu'on a pu mettre en place avec cette idée de faire du télésoin, de faire de la télémédecine au domicile et qui évite des déplacements et qui essaye d'optimiser nos organisations sans pour autant être systématiquement avec 1, 2, 3 soignants au domicile de nos patients et plutôt regarder comment on peut utiliser des outils modernes pour le faire. Et c'est vrai que ces solutions d'organisation managériale, elles doivent être construites parfois sans financement. Le télésoin et ces télémédecines, on a commencé sans aucun financement, ils sont arrivés après. Et d'autres solutions aussi peuvent être mises en place en recherchant des formations, comment on peut former nos professionnels, comment on peut former les salariés sur des domaines qui n'existaient pas jusqu'à maintenant, donc autour de la bientraitance, c'est des choses qui parfois ne sont pas mises en place dans les organisations, et puis parfois autour du bien-être, autour de choses un petit peu plus orientées personnes, professionnelles, plutôt qu'orientées métiers. Plus de tutorat aussi, d'apprentissage? C'est ça, des professionnels qui arrivent du jour au lendemain, qui sortent des universités ou de l'IRTS et qui n'ont pas d'expérience. On a parfois besoin de les accompagner avec des dispositifs d'alternance qui permettent de mettre un premier pied dans le monde professionnel sans que ce soit carrément un saut dans l'inconnu. Du tutorat dans l'accompagnement des personnes quand elles viennent d'arriver pour valider que tous les schémas sont bien compris, que toutes les difficultés sont bien levées. Puis après, ces retours de ces tutorats pour essayer de s'améliorer un petit peu avec une réflexion où on avance en marchant et en se disant comment on peut essayer d'améliorer les choses. Enfin, moi, j'ai vraiment la conviction qu'il n'y a pas de solution absolue, simple et facile qu'il suffit de mettre en place, mais plutôt des solutions itératives qui peuvent être maximisées au fur et à mesure de nos parcours des mises en place. Ces leviers, ces dispositifs, Alain Vino, vous en pensez quoi? Ce qu'on vient d'évoquer il y a un instant, mais il y en a d'autres, effectivement, forcément, à mettre en application. Ils sont très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution, toute faite. Elles sont à construire en fonction des champs, parce qu'encore une fois, le champ sanitaire et médico-social, il est très varié. Les moyens d'action ne sont pas les mêmes en plus partout. Il est à construire. Alors, le tutorat, l'accompagnement, c'est du sur-mesure.
la formation, c'est un réel levier, mais encore faut-il repenser ces formations par rapport aux nouveaux publics, les plus précaires notamment, ceux les plus éloignés de l'emploi. Comment mobilisons-nous des financements publics qui existent pour le coup sur ces formations-là. Bien entendu, ce sont des publics qui pour certains sont écartés de l'emploi depuis un certain nombre d'années, mais comment nous repensons-nous aussi nos schémas même pédagogiques, parfois pour être plus accessibles à certaines populations qui finalement seront de très bons professionnels si on pense l'organisation en fonction de ces professionnels et non plus l'inverse. Ça, c'est un des leviers. Donc, aller vers les plus précaires, aller aussi vers les jeunes ou les moins jeunes sur l'évolution des parcours. Je disais tout à l'heure, je faisais une remarque sur le CDD, mais une fois que ça s'est posé, qu'en faisons-nous sur ces CDD-là? Comment l'organisation, si elle est suffisamment importante, ou alors par conventionnement avec d'autres organisations sanitaires et médico-sociales, pensons-nous le parcours du professionnel? Parce que s'il y a bien un des leviers sur lesquels économiquement on a la main et on n'a pas vraiment de difficulté, c'est bien la formation, qu'elle soit qualifiante ou diplômante. Donc si on arrive à bien penser ces parcours, mais surtout avec la personne, à lui trouver cette place dans l'organisation, c'est un réel exercice managérial, on s'assure d'une plus forte stabilité. On a aussi un gros travail qui est fait. Ce n'est pas une chasse sur l'intérim, mais c'est un vrai problème. Il n'est pas qu'économique, il est surtout qualitatif vis-à-vis des patients et des résidents. Mais on construit un parcours avec la personne, d'une certaine manière, c'est ce que vous disiez, monsieur, c'est du sur-mesure. En fonction des plus précaires, des plus fragiles, je parle des professionnels bien entendu, et puis des nouvelles attentes professionnelles. Et je pense que c'est un des leviers, la formation. Le sur-mesure, Yves Abran, c'est quelque chose que vous avez un petit peu développé, qui vous parle. Faire du sur-mesure, est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est possible aussi? Parce qu'on en parle, c'est une des solutions, mais est-ce que dans le concret, on peut mettre ce genre de dispositif en place, être le plus personnalisé possible? Ça revient à la question de l'autodétermination dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire si on part sur l'autodétermination des publics accueillis, des résidents, etc., la question qui va se poser, c'est qu'il va y avoir des injonctions qui risquent d'être contradictoires entre cette volonté d'autodétermination et la manière dont les structures fonctionnent. Donc là, c'est sûr que est-ce qu'on a ce luxe et cette possibilité de travailler sur du sur-mesure ou pas? Mais ça, c'est pas moi qui ai la réponse. Mais c'est sûr que c'est un idéal vers lequel on pourrait tendre et qui est un idéal un peu révolutionnaire peut-être sur un certain nombre de modalités d'organisation de la prise en charge, vraisemblablement. Après, ce que ça renvoie par rapport à la question de la vulnérabilité, c'est la question de la capacité d'être affecté et de prendre en compte l'autre, dont on parlait tout à l'heure. Et à mon avis, le sur-mesure, il part déjà de là, y compris à l'intérieur des organisations vis-à-vis des salariés. Donc là, ça veut dire effectivement une possibilité de faire du sur-mesure en écoutant l'autre à deux niveaux, l'autre en tant que résident et l'autre en tant que gestionnaire de la relation avec le résident. Donc, alors après, est-ce qu'il n'y aura pas un certain nombre d'injonctions, de règles que les professionnels auxquelles les professionnels vont devoir faire face et qui peuvent aller contre ce sur-mesure-là? Je vais prendre un exemple, soyons cash. Vous lisez le livre Orpea, on voit bien qu'il y a des conditions organisationnelles qui font que la question de la prise en compte de l'individualité ou du sur-mesure sont très difficiles. Si vous avez une infirmière qui est là pour 25 personnes pendant la nuit, c'est sûr que le sur-mesure, ça va être très difficile. Donc en fait, ça repose aussi des questions organisationnelles derrière, et qui pourraient avoir des conflits entre ces problématiques d'organisation et la manière dont on traite l'employé ou dont on traite le la question, c'était est-ce que ce n'est pas finalement un idéal et dans le fait aujourd'hui des choses... Mais la question, c'est sur quoi on fait bouger les choses. Vers quoi on tend. Ouais. C'est sur quoi on agit pour faire en sorte que ça devienne plus simplement un idéal, mais que les situations de gestion soient plus en rapport avec la possibilité de faire cette individualisation-là. On peut aussi reprendre et changer les choses à la racine, il l'évoquait Alain Vino, en repensant aussi les systèmes de formation, en les changeant. Nicolas Roya, vous êtes d'accord avec ça, les remettre un petit peu au goût du jour et les adapter au nouveau public? Alors, sur la question de la formation, évidemment qu'elle est primordiale. Alors, pour resituer, alors je vais avoir l'air de défendre ma chapelle, mais c'est effectivement dans la formation des travailleurs sociaux à l'IRTS. Donc encore une fois, c'est tout niveau de travailleurs sociaux,
c'est une formation par alternance. Donc ça veut dire que la plupart des étudiants à l'IRTS, ils sont formés en 2 ou 3 ans à un métier. La moitié du temps de la formation, elle est passée sur le terrain, en établissement, enfin voilà, en stage. Donc c'est une formation qui est extrêmement tournée vers la professionnalisation. Moi, il y a une question à laquelle on ne répond pas encore aujourd'hui, c'est la question du profil des gens qui viennent à l'IRTS mais pour se former au métier du social. Et notamment avec, alors ça va peut-être paraître un détour, mais notamment avec la réforme de Parcoursup, qui fait que, et ça on ne le mesure pas encore honnêtement aujourd'hui, mais qui fait que on irait d'une situation où on avait des étudiants qui venaient là, je le dis comme ça, même si je ne suis pas trop fan de l'idée, mais par vocation, avec une accointance pour l'envie de travailler dans le secteur, vers une population d'étudiants qui viennent là parce qu'il faut mettre des choix sur Parcoursup, et puis il faut en mettre 10. Donc au bout d'un moment, l'IRTS finit par arriver, ou l'IRTS ou un autre établissement finit par arriver dans la liste. Et donc est-ce que ça va avoir un impact? On ne le sait pas encore aujourd'hui, on ne peut pas le mesurer, on peut en faire l'hypothèse. Après c'est sûr que du point de vue de l'organisme de formation, nous on essaye évidemment de suivre les évolutions du secteur, de suivre les évolutions du public et de former les gens en conséquence. La formation elle est en alternance, et puis quand elle est sur site, c'est pareil, on est effectivement quelques dizaines de formateurs permanents, mais il y a un contingent d'intervenants extérieurs qui, pour le coup, sont très, très, très majoritairement des professionnels de terrain. Donc en fait, nous, on essaye d'avoir ce lien tout le temps avec le terrain et avec la vraie vie, quoi. Une question, madame. Par rapport aux différentes choses qui avaient été aussi dites tout à l'heure, vous parliez de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et c'est vrai que dans ces différents métiers, que ça soit dans le social ou dans le sanitaire et médico-social, vous parliez des formations, voilà, on prend soin des usagers, et en tant que manager, on doit aussi savoir accompagner les salariés ou nos collaborateurs, etc. Mais je me pose aussi cette question, on parle beaucoup de formation des salariés, et là vous parliez de la formation des étudiants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette question de prendre soin de soi, au-delà des TMS et de la QVT qu'on parle beaucoup, et moi voilà, je suis passée par l'IFSI, donc plus le côté sanitaire, et la TMS on en parle pas mal, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui dans les formations, on nous forme assez justement à apprendre à prendre soin de soi? Parce qu'on parle beaucoup de... Voilà, on est formé à prendre soin des autres, mais est-ce que cette question-là, on l'aborde assez justement en formation? Parce qu'on en parle, on est formé en tant que salarié, beaucoup, mais est-ce que... Mac Loufidri va commencer à répondre parce qu'il est 11h52, il doit nous quitter à midi, donc je n'ai pas oublié, je vous laisse la parole en priorité. Effectivement. C'est vrai que dans les formations, alors je ne vais pas vous faire l'injure, à l'université, devant des professeurs, un maître de conférence émérite, de faire un cours sur les formations, mais moi j'aurais tendance à dire les formations basiques qui vous sont proposées, c'est des choses qu'il faut très très vite oublier pour revenir ensuite dans de nouveaux apprentissages. C'est des choses qui s'intégreront, quoi qu'il en soit, tôt ou tard dans vos parcours professionnels, et après il faut aller redécouvrir d'autres apprentissages. C'est des fondamentaux quand même, hein. L'idée c'est pas de dire que tout ça n'est pas utile, loin s'en faut, mais il y a de nouveaux apprentissages qu'il faut reprendre plus tard autour du management, autour de la gestion des équipes, autour des problèmes, du prendre soin et j'allais dire d'accepter la complexité des choses. C'est un peu ce qu'on disait pendant la crise sanitaire, les injonctions paradoxales, les nouvelles instructions qui arrivaient à toute heure du jour et de la nuit des ministères. Il fallait vraiment intégrer tout ça et il faut être en capacité d'intégrer la complexité des organisations, de l'humain. On travaille avec de l'humain, on travaille pour des humains, on travaille entre humains et donc on a toujours ce facteur humain qui vient
entrer dans le dispositif. Ce n'est pas des logiciels qu'on lance et qu'on installe et qui se mettent en place. On est tout de suite dans de la complexité, donc il faut l'accepter, il faut l'intégrer et puis trouver sa bonne posture. Alors évidemment, trouver sa bonne posture, ce n'est pas si simple. C'est grâce aux formations fondamentales qu'on arrive à les construire, mais après aussi avec des remises en question, avec du dialogue, avec de l'apprentissage entre pairs, avec du tutorat, enfin, avec tout ce qui peut se mettre en place et être assez serein sur notre capacité collective à pouvoir gérer même des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer gérer, simplement parce qu'on se met autour de la table, qu'on y réfléchit et puis qu'on prend le problème à bras le corps et qu'on se dit il faut trouver une solution. Eh bien, c'était le mot de la fin pour vous, Maclou Fidry. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On peut l'applaudir. Merci Yves Abron, je vous laisse la parole pour continuer sur l'échange qu'on nous avons. C'est très prosaïque et ça ne concerne que le secteur sanitaire, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que précisément la formation n'insiste pas sur cette question-là et qu'en fait, elle propose plutôt l'oubli de soi. Pourquoi ? Parce que moi, je suis au service de l'autre et moi, je m'oublie. Et en fait, ça serait presque indécent de parler de soi. Donc, en fait, c'était pour aller dans votre sens. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas simplement comme ça un poncif ou dire qu'il faut développer de la formation, mais quel type de formation ? Je vais prendre un autre cas, c'est-à-dire qu'on va dire à un moment donné, si on veut aller dans la question de l'autodétermination, etc., il faut peut-être former de temps en temps les professionnels différemment. Je vais prendre un exemple. On a eu une intervention avec un CERAD à Longeville-les-Metz. Et on a fait un article sur cette chose-là. On voyait qu'il y avait deux modalités de prise en charge. Un qu'on a appelé en anglais, je suis désolé pour ça, mais Care for, où en fait, c'est un peu la question de la dame patronesse, et puis Care with, c'est dans l'accompagnement. Mais on ne forme pas les professionnels de la même manière quand on fait du Care for et quand on fait du Care with. On n'a pas les mêmes outils organisationnels quand on fait du Care for ou quand on fait du Care with. Parce que quand on fait du Care for, on va dire par exemple, vous êtes un mauvais parent, enfin, on va essayer de faire un diagnostic, on va voir, tiens, voilà le parent idéal, on va travailler là-dessus pour que vous deveniez un bon parent. Mais j'enferme dans la catégorie du bon parent avec mon diagnostic. Si je fais du care with, je vais faire complètement différemment. Je vais dire c'est quoi votre projet parental, etc., sachant qu'il ne doit pas avoir de violence. Et sur la base de ça, de vos propres ressources, comment vous aide à vous développer. Donc on voit bien que ce n'est pas la problématique simplement générale de la formation, mais c'est qu'est-ce qu'on y met dans ces formations, et notamment qu'est-ce qu'on y met pour que l'identité professionnelle, elle soit affectée dans le sens de l'autodétermination, que nos outils et nos organisations, ils aillent dans le sens de l'autodétermination, parce que sinon, on continuera à faire des professionnels qui vont aller dans un sens, par exemple, du care for, parce que, en fait, moi, je suis Mère Teresa et je vais sauver le monde. Mais il faut déjà aussi que je prenne en considération l'autre, parce que ce n'est pas le monde que je veux sauver, c'est un projet de meilleure vie pour l'autre. Et donc, moi, ma posture à moi, elle doit être différente. Donc, bien sûr que ça joue dans la formation, mais quel type de formation, vous voyez ? On va faire juste un tout petit saut de micro, juste au-dessus de vous. Voilà, il y a une question également qu'on va prendre tout de suite, merci. Alors, ce n'est pas forcément une question, c'est plus, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit au départ et que j'ai beaucoup apprécié. Et à mon sens, un discours qu'on n'entend pas suffisamment sur la vulnérabilité et l'aspect négatif de la vulnérabilité et sur le positionnement du manager et le positionnement des équipes de direction de manière générale. Et c'est vrai que je trouve dans la pratique que quand on a la chance de travailler dans une institution qui ose, donne la possibilité à ses managers et à ses dirigeants de pouvoir parler de sa vulnérabilité, qu'elle puisse être même personnelle ou professionnelle, d'oser dire « je ne sais pas », je trouve que c'est extrêmement intéressant et ça libère l'esprit des professionnels avec qui on travaille. Et je voulais juste intervenir parce que cette semaine, on a eu des enseignements sur l'IAE et on a justement, hier ou avant-hier, eu quelqu'un qui nous a dit, une directrice qui était fort sympathique, mais qui disait « Moi, je suis dans le positivisme, je montre que tout va bien, qu'il y a des solutions tout le temps. » Mais je trouve que ça impose beaucoup aux gens avec qui on travaille d'avoir ce positionnement-là. Voilà. En fait. Vous vous enfermez dans un rôle qui est difficile à tenir en réalité. Une petite réaction peut-être à Alain Vignot sur ce sujet-là. Je peux que partager, mais ça... Le fameux je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est même essentiel. Puis c'est une faute, aujourd'hui, ce serait moqué de dire l'inverse. Mais
Mais cet accompagnement-là du projet sur la question de l'attractivité, tout à l'heure quand je parlais de construire les parcours en fonction de la personne, alors certes c'est peut-être un idéal, mais c'est important d'avoir des idéaux, parce que c'est avec des idéaux qu'on arrive à avancer quand même et à changer les choses. Et sur votre question, madame, il y a aussi un paramètre qui est important, c'est l'attitude aujourd'hui des professionnels ou futurs professionnels qui posent clairement ce qu'ils ne veulent plus, qui est peut-être différent avant. Mais une fois que ce paramètre-là est posé, qu'en faisons-nous et comment le gérons-nous? Donc, certes, ça sous-entend de l'empathie, mais ça sous-entend aussi et surtout une capacité à écouter, mais aussi à pouvoir agir au-delà du positivisme et de construire des solutions au regard de ce qu'on a entendu et puis aussi, clairement, des missions, on a quand même des missions d'accompagnement. Donc, l'attitude des professionnels change, l'affirmation de ce qu'ils ne veulent pas change aussi, parce que c'est clairement plus fort qu'auparavant. Et nous, en tant que manager, voilà, comment rebondissons-nous par rapport à cette écoute? Alors, je voudrais aussi, tant qu'à secouer le cocotier, je voudrais parler d'une autre chose qui est dans la formation et que vous avez certainement entendu souvent parler, qui est de la question de la juste distance, parce que c'est un rapport fondamental avec la question de la vulnérabilité. Alors, je ne sais pas, parce que c'est vous les experts, c'est pas moi les experts, mais comment on tient la juste distance? En fait, avec Jean-Christophe Weber, nous, on pense que la juste distance, ce n'est pas une position tenable et que la vulnérabilité, elle peut aider à ça. Enfin, la prise en compte de la vulnérabilité, elle peut aider à ça. Et précisément, je rebondir sur ce que vous disiez, c'est parce que, en fait, à partir du moment où on accepte d'être affecté par l'autre, en fait, c'est qu'un moment de la relation de soins. Le deuxième moment de la relation de soins, c'est la capacité de répondre à cette demande. D'accord ? Donc, en fait, plutôt que d'avoir une juste distance où on dit où est-ce qu'on va fixer la limite, on n'arrive pas trop à la fixer, on est affecté par l'autre, mais on remet à distance en fait cette affectation dans la réponse qu'on lui donne. Donc, on la remet à distance là. Donc, c'est en fait une présence-distance ou une affectation et après une réponse. Et je pense que c'est beaucoup plus porteur au niveau de la formation de la relation à l'autre et de la prise en compte de sa vulnérabilité, plutôt que de dire, on fait comme ça, à une juste distance qu'on ne sait pas comment positionner. Donc en fait, je pense que c'est vraiment très lié aussi à la question de la formation, et la formation notamment professionnelle, c'est comment on remet à distance cette vulnérabilité tout en l'acceptant, en la considérant comme la réponse, que notre identité professionnelle, elle est dans la réponse qu'on donne à l'appel de l'autre, en fait. Oui, c'est une manière de dire, je ne suis pas le destinataire de la souffrance, mais je l'utilise pour répondre. Il faut pas que je ne suis pas le destinataire de la souffrance, parce que sinon après je suis noyé dans cette position de destinataire de la souffrance, mais je suis quelqu'un qui veut bien être affecté par l'autre, mais pour, en tant que professionnel, le remettre au service de la réponse que je vais construire. Pour livrer une réponse plus efficace et adaptée. Alain Vino, puis juste après Nicolas. C'est peut-être pour enrichir, merci beaucoup, parce que je partage. Nous, d'un point de vue concret, en termes d'organisation dans nos structures, il y a une phrase que j'aime bien de Christophe Desjours qui dit que la parole de chacun est égale, mais elle n'est pas d'égal effet. Et ça, c'est important en termes de management, quand on arrive à poser donc déjà le droit à l'erreur avec l'ensemble de ses équipes, mais qu'on arrive aussi à poser que dans une organisation, qui qu'on soit et quoi qu'on fasse, la parole de chaque individu, elle est égale. Ça semble fondamental. Par contre, en tant que manager, étant donné qu'on poursuit une mission, un objet, et on doit rendre quelque chose, elle n'est pas d'égal effet, parce qu'il y a forcément un moment où des décisions doivent être prises. Ça, c'est la réalité du terrain. Mais par contre, de poser donc, le droit à l'erreur, mais aussi, surtout, peu importe ses missions, ses fonctions, son contrat, peu importe, instaurer ça d'un point de vue managérial dans les groupes de parole, et puis même tout simplement dans les échanges, que ce soit des transmissions ciblées ou que ce soit même des réunions thématiques, que la parole de chacun est égale, ça c'est quelque chose qui est important. Et ça peut jouer aussi sur la question de la vulnérabilité et la capacité aussi à dire les choses. Et on l'a vu, les professionnels peut-être même les plus formés, les plus agiles qui ont craqué. C'est certainement ceux qu'on n'attendait pas au début. Donc, mais de dire que la parole est égale, mais qu'après, il y a la dimension de management, d'objectifs, etc. C'est quelque chose qui, à mon sens, est sain. Et dans la logique de la vulnérabilité, ça permet de l'exprimer et de soulever une vulnérabilité personnelle dans un contexte collectif. Et ça, c'est important. Remis après dans le contexte de la gouvernance et de la prise de décision. Nicolas Auria.
Ouais. J'ai essayé de garder sous le coude tout ce que je voulais dire. Ma mémoire vive est mise à rude épreuve. On a presque fini de secouer le cocotier. Non, mais alors, ouais, en repartant de la question de la formation, peut-être de la distance, alors, et pour répondre à la question initiale, il y a effectivement cette difficulté-là. Alors moi, je n'ai pas la prétention de maîtriser l'ensemble des contenus qui sont dispensés dans la boutique, ou dans la mienne, je veux dire. Mais voilà, je pense qu'il y a effectivement un effort qui est fait de ce côté-là, c'est-à-dire de dire aux étudiants, voilà, pensez, alors c'est peut-être en ces termes, pensez à vous préserver ou à vérifier que vous vous protégez déjà vous-même avant de pouvoir venir en aide à quelqu'un. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. La question de la distance, effectivement, on essaye de l'aborder et effectivement de montrer que, voilà, il ne s'agit pas d'aller placer un curseur sur une espèce de truc linéaire comme ça où on serait effectivement à la juste ou à la bonne distance, que c'est bien plus compliqué que ça. Et pour rebondir sur ce qui était dit par notre voisin qui est parti, voilà, il ne faudrait pas non plus tomber dans la caricature d'une formation qui serait déconnectée de l'expérientiel ou des réalités de terrain, avec l'idée que, oh là là, ça y est, vous êtes diplômé, vous allez enfin pouvoir apprendre quelque chose en allant sur le terrain. Évidemment, voilà, moi des fois ça m'arrive de croiser des anciens étudiants voilà, qui me disent ouais, de toute façon, moi, l'IRTS, j'ai rien appris. Je dis, ok, ça veut dire qu'on va prendre quelqu'un dans la rue, puis hop, il fait ton boulot du jour au lendemain, et tu te prends un diplômé, ça change rien. Ah bah non, quand même. Bah oui, évidemment, quand même, qu'on apprend un petit peu quelque chose, et que ça n'empêche pas de se construire après, évidemment, une expérience professionnelle, et de se, voilà. Et l'enjeu de la formation, c'est ça. Et l'enjeu à faire, voilà, le truc à faire comprendre aux étudiants qui est extrêmement compliqué, c'est que souvent les étudiants, ils viennent là et ils sont avides de solutions. Ils sont avides de recettes. C'est comment je fais dans telle situation, puis comment je fais dans telle autre. Sauf que à ce jeu-là, c'est mort. Je veux dire, on ne va pas évidemment pouvoir anticiper toutes les situations, toutes les possibilités. Donc ça, c'est pas possible. Et donc après, forcément, si on est dans cette posture-là, là, on arrive sur le terrain et ah bah oui, mais cette situation précise-là, je ne sais pas comment y répondre parce que ça ne fait pas partie de mon livre de recettes. Donc l'enjeu dans la formation, c'est de construire les moyens, de donner les outils ou les manières de faire, de penser, d'agir, je ne sais pas comment le formuler, qui permettent de se saisir d'une situation, de l'appréhender et à partir de là de construire quelque chose. Voilà. Et c'est là que vient après l'expérience, elle se construit dans ce cadre-là qui a été donné, quoi. Mais sinon, si on vient à poil sur le terrain, si vous me permettez l'expression, sans aucune formation, je pense que l'acquisition de l'expérience ne se fait pas de la même manière. Allez, une dernière question juste en haut là-bas, et puis on passera à la conclusion. Est-ce que le micro est dans les coins? Non, il est en bas. On va vous l'apporter rapidement pour qu'on puisse bien vous entendre. C'est l'avant-dernier rang, voilà, jusqu'à droite. Par rapport à ce matin, il n'y a pas du coup d'injonction à la neutralité. Ouais, j'entendais, voilà, c'était là. Je vais le dire quand même, on ne fait pas ça. Il fallait le préciser, on vous écoute. Alors je voulais juste rebondir sur deux choses qui ont été dites. Vous avez dit l'expression de la parole. Enfin, alors un tout petit peu plus près, s'il vous plaît, le micro. Voilà. Parfait, vous avez dit qu'il était important que les professionnels puissent exprimer leur parole. Et puis vous avez dit, monsieur de l'IRTS, que les étudiants, qu'il fallait que les étudiants apprennent à se préserver. Et pour moi, ça se rejoint. Et je voudrais dire qu'on peut s'exprimer ou se préserver quand le cadre de l'institution le permet. Et que ça se fait dans un cadre sécurisant et qu'on ne peut pas dire la parole doit s'exprimer librement si on ne le rattache pas au cadre qu'on met en place et qui permet que ça s'exprime. Voilà. On ne se protège pas tout seul, on se protège si le cadre le permet et on ne parle pas si on ne se sent pas en sécurité quand on exprime ses difficultés ou sa vulnérabilité. Voilà. Et ça, c'est à l'équipe, à l'organisation, de le travailler, de le mettre en place et puis de le permettre. Voilà, c'est juste le point sur lequel je voulais intervenir. Merci beaucoup. Une petite réaction très rapidement l'un de vous trois avant de passer à la conclusion. Du coup, l'intervention moi, me pique un peu ma conclusion, mais non, mais je partage ce qui vient d'être dit. Allez, on passe à la petite conclusion. On commence par vous, Yves Abran, ce que vous avez retenu de ces échanges là pendant un peu plus d'une heure, maintenant 1h15, autour de cette thématique. C'est là que le je sais pas un peu, non? Moi, ce que je veux dire, c'est que je veux simplement remercier parce que depuis le début, pas simplement cette heure, mais depuis le début, j'ai énormément appris.
Et donc en fait, après, comment je vais pouvoir mouliner ça, etc. Et j'en sais rien, mais en tout cas, je veux simplement dire merci à tous les intervenants parce que, et aussi aux questions qui ont été posées, parce que ça m'a mis en mouvement, on va dire. Après, je pense que comme on est quand même dans une institution de gestion, et on revient sur votre intervention sur la question du cadre, je pense que la manière dont on construit les organisations est importante aussi, parce que c'est pas une relation, la vulnérabilité, c'est pas une relation de 1 à 1, mais il y a l'intercalaire social ou l'intercalaire collectif qui est dans cette relation-là, et c'est important aussi de penser des organisations qui favorisent la prise en compte de cette vulnérabilité, ou quand elle est négative, parce que j'insiste bien qu'elle n'est pas que négative, quand elle est négative, c'est comment on peut collectivement éviter trop d'affections négatives, quoi. Donc il y a vraiment l'intercalaire social et collectif qui est important. C'est par exemple effectivement d'avoir des lieux sécurisés dans lesquels on peut s'exprimer, ça c'est très important, parce que ça veut dire qu'on n'est pas seul face au travail et on n'est pas seul face à nos difficultés. Bon, en tout cas, je vous laisse 1 an pour mouliner. On se donne rendez-vous pour la 3e édition. Très bien. Les rendez-vous du mot, ça vous fera une petite synthèse juste avant de commencer. Merci Très beaucoup. bien. Nicolas Euria, une conclusion rapide également. Je partage tout à fait ce qui a été exprimé là, vraiment la richesse et l'intérêt de pouvoir échanger, parce que le fait de dire, voilà, y compris dans la formation, on essaye de se tenir au courant des évolutions du secteur, du métier, tout ça, du coup c'est toujours très utile de prendre des points de vue extérieurs. Donc je partage tout à fait ça. Donc voilà, je disais, je partage complètement votre dernière intervention. C'est qu'effectivement, il est primordial, il est essentiel que dans la structuration même du secteur social et médico-social, dans la façon dont sont organisées les institutions, il y ait la possibilité pour les travailleurs sociaux ou les professionnels de santé, enfin bref, de pouvoir prendre la parole, s'exprimer, et que cette parole, encore une fois, elle soit légitime et qu'elle ait un effet réel sur la manière dont derrière va se conduire l'organisation. Et cette difficulté, on la rencontre là. On a entendu parler tout à l'heure d'infantilisation ou de confiscation de la parole des personnes en situation de handicap. Franchement, c'est transposable aux professionnels. Et selon la place que vous aurez l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, dans une organisation, il faut avoir ça en tête. Et puis je terminerai, parce que je ne l'ai pas trop utilisé ce matin avec la casquette un peu syndicale, sur l'intérêt aussi d'un rapport collectif à la profession, et le fait que la profession, si elle est effectivement cadrée également d'un point de vue collectif, et je renvoie d'ailleurs aux conventions collectives qui régissent la majorité du secteur, c'est ça qui vient, in fine, protéger le professionnel tout seul dans son coin. On parle d'individualisation. Si on est chacun dans une situation individuelle, construite pour nous, par nous, enfin voilà, peu importe, on perd cette protection-là. Voilà. Et donc là, il y a eu au suite des Ségur, voilà, le secteur social, les professionnels ont vu cette augmentation de 183 € arriver, mais on a vu que dans la balance, il y avait l'idée aussi qu'en même temps que cette revalorisation salariale, il devait y avoir une remise en question des conventions collectives et pour arriver à une convention collective unique. Et on peut craindre que la convention collective unique, elle ne soit pas forcément nivelée sur le mieux-disant. Voilà. Et il faut avoir cette petite question-là aussi en tête, si vous me permettez cette conclusion un peu plus politique. Merci. Et on termine donc par Alan Vino qui va nous faire une petite conclusion. Mot de la fin. Assez pour faire un mot de la fin, surtout que je n'ai pas assisté, je suis arrivé en vous êtes le dernier arrivé, bon, dernier servi. Merci pour le mot de la fin. Simplement, encore une fois, vous remercier et puis d'avoir une note positive parce qu'on est quand même dans un contexte où pas facile tous les jours. On a aussi une culture médico-sociale, sanitaire, peut-être un peu moins, mais une culture médico-sociale à ces évolutions-là, et c'est très bien. Mais quand on prend un petit peu de hauteur, on voit que le secteur évolue. Ce type de journée sur la question de la vulnérabilité, rien que poser le thème, c'est déjà courageux. Et il y a 5 ans, je ne sais pas si, en tout cas, ça aurait fait l'objet d'une journée comme celle-ci. Donc, soyons positifs, parce que je trouve que les choses évoluent. Le fait d'en parler aussi librement avec vous, qui serez des managers, je pense que le sujet qui fait relativement consensus, ça en dit long sur ce qui va infuser dans nos organisations. Donc, on est sur une évolution positive, à mon sens, mais une évolution tout de même. Donc, je vous souhaite bon courage, parce que au-delà de ça, ce sont des métiers qui sont sincèrement passionnants. Donc, merci pour l'invitation et bon courage.
On peut les applaudir, merci. Et je vous ai un petit peu menti, je vais quand même laisser le mot de la fin à Jean-Philippe No qui va terminer donc, cette matinée. Alors si le micro s'allume évidemment. Jean-Philippe d'ailleurs, vous viendrez au centre si vous voulez bien. Merci. Je tenais quand même à remercier vraiment sincèrement l'ensemble des intervenants qui sont présents aujourd'hui ou qui ont souhaité venir aujourd'hui mais n'ont pas pu venir pour différentes raisons, parce que je crois qu'il y a quand même des échanges qui sont particulièrement riches pendant cette matinée. Et je tiens aussi à vous remercier, vous, audience, pour la qualité de votre écoute, pour la qualité de vos questions et de vos réflexions, qui ont aussi participé à la richesse de cette matinée. Et je voulais dire une autre chose que j'ai perdue en cours de route. Du coup, je vous laisse imaginer la question et son intérêt dans votre tête. Et vous invite à rejoindre le premier étage, je crois, deuxième étage. Je regarde Bernard Balzani, le deuxième étage pour déjeuner et poursuivre les échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'en profite pour vous dire également que le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de la chaire santé très prochainement, probablement demain. Merci à tous.